Par un beau matin, dans un champ près d'une charmante maison avec un lac paisible en arrière-plan, une petite fille nommée Marianne aperçoit une calèche qui approche avec ses parents à bord, et elle est absolument ravie. Sa mère, tenant un bébé dans ses bras, remarque que Marianne a dû se sentir seule, mais la petite fille la contredit rapidement en mentionnant qu'elle avait Rose avec elle. Pendant ce temps, un homme et un enfant observent la maison à distance. La mère présente à Marianne son nouveau petit frère, Shion, qui tend les bras pour un câlin et reçoit un baiser affectueux de sa sœur. Le bébé est visiblement surpris par ce geste et ses yeux s'illuminent de joie. 3 ans plus tard, Marianne court encore avec Shion dans le vent. Elle le taquine en lui disant qu'il est lent, tandis qu'il lui répond qu'elle est simplement trop rapide. Marianne acquiesce, soulignant que, en tant qu'aînée, c'est tout à fait normal. Pendant ce temps, leur père ouvre le portail et la fille le suit tandis que son frère s'amuse en disant que sa sœur a trop d'énergie. Le père remarque que Marianne est aussi vive que toujours et elle partage que, tout comme la couleur de ses cheveux, elle est aussi brillante que le soleil. Ensuite, le père fait remarquer que Shion semble aussi responsable que jamais. Mais le garçon pense que sa sœur est plus responsable. Elle confirme encore une fois en soulignant son aîné. En privé, Marianne pense que son frère est vraiment responsable puisqu'il aide toujours leur mère et qu'il a cessé de mouiller son lit. De plus, il porte parfois une expression inquiète, comme s'il était un adulte. Plus tard, elle observe Shion faire des gestes et répéter des phrases comme « boule de feu » et « rafale de vent ». Curieuse, elle lui demande ce qu'il fait. Il répond timidement que ce n'est rien, mais elle sait qu'il aime parfois jouer à faire semblant, ce qu'elle trouve amusant. Lors d'un dîner en famille, Shion demande si les monstres existent vraiment. Son père confirme que oui, expliquant qu'ils sont dangereux et attaquent les humains, raison pour laquelle les enfants doivent rester à l'intérieur des limites de la propriété. Shion veut aussi savoir si les fées et les esprits de la nature existent. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler des esprits de la nature, le père confirme que les fées existent mais sont rares, et que certains traîtres sont devenus des experts pour les trouver. Enfin, le garçon demande avec empressement si la magie existe aussi, un kit d'énergie énigmatique qui manifesterait de la lumière et du feu, mais le père nie son existence. Le garçon considère que peut-être le père n'est tout simplement pas au courant de son existence réelle, mais le père, tout en reconnaissant qu'il existe des choses au-delà de sa connaissance, insiste sur le fait que son éducation devrait être suffisante. Il demande alors où son fils a entendu de telles histoires. Cependant, Marianne intervient pour demander si son frère va bien, car il semble pâle. Après que le garçon la rassure qu'il va bien, elle réfléchit qu'il n'a plus jamais abordé le sujet de la magie, un mot qui n'avait été entendu par personne auparavant. 3 ans plus tard, Marianne s'entraîne avec un bâton jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, puis s'assoit à côté de Shion qui tient un livre. Il lui demande pourquoi elle s'entraîne si durement et elle répond que c'est parce qu'elle est l'aînée et qu'elle doit être prête en cas de problème, comme une invasion de monstres. Marianne découvre qu'elle est douée pour ce genre de choses et estime qu'il est de sa responsabilité de protéger son jeune frère. Ainsi, ne se considérant pas très érudite, elle trouve son utilité dans les tâches physiques, qu'elle gère bien. En fin d'après-midi, Marianne continue son entraînement près du lac. Rose ne comprend pas comment la fille tient le coup après toute cette journée d'efforts, surtout qu'elle-même est épuisée après avoir aidé son grand-père. Rose note que Shion a passé sa journée à étudier, comme d'habitude, soulignant à quel point les frères et sœurs sont des opposés complets. Cette observation rappelle à Marianne que Shion n'a pas mentionné ce sujet depuis longtemps, mais elle est certaine de comprendre pourquoi il étudie si dur. Soudain, un éclat prend possession de l'eau devant les filles, qui le regardent, émerveillées. Le lendemain matin, alors que les frères et sœurs marchent ensemble, Shion se souvient de l'avertissement de leur mère de ne pas s'éloigner trop loin. Mais Marianne le rassure en lui disant qu'il n'y a pas de monstre à proximité et le tire par la main jusqu'au lac. Une fois arrivés, Shion s'inquiète que leur mère soit fâchée contre eux, et Marianne pense qu'elle pourrait l'être, mais que cela en vaudra la peine. Dès qu'elle dit cela, des sphères lumineuses émergent de l'eau,
créant un spectacle époustouflant dans l'après-midi du lac. La fille explique que ces 16 orbes apparaissent toujours au coucher du soleil, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Après les avoir découvertes, elle a amené ses parents les voir, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu voir les sphères. Maintenant, il semble que Shion puisse les voir aussi. Il se demande si peut-être les adultes sont incapables de les voir, mais sa sœur lui explique que certains enfants ne peuvent pas non plus les voir. Un peu plus tard, ils avaient fait exactement comme prévu, à l'exception de la capture des poissons. Pendant que Marian pêchait, Shion souriait et disait qu'il était très heureux d'avoir sa sœur à ses côtés. Pour jouer son rôle de grande sœur, Marianne expliqua qu'elle serait toujours là pour son frère cadet. Puisque c'était quelque chose qu'il voulait faire, il était naturel pour elle de l'aider. De plus, si quelque chose comme la magie existait réellement, elle ne voudrait pas passer à côté, car sa vie serait beaucoup plus excitante si c'était vrai. Sur cette note, Shion promit que si la magie existait, Marian serait la première personne à qui il le dirait. Pendant ce temps, la canne de Marian accrocha quelque chose. Elle sortit une truite étonne du lac et la plaça dans le dernier seau, comme prévu. Shion demanda si la truite était un poisson courant, et sa sœur confirma que oui, car on pouvait en trouver partout. En entendant cela, le garçon devint moins optimiste à l'idée de vivre quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, Rose arriva et demanda à son ami si le garçon était son frère cadet. Marian confirma et invita le jeune homme à dire bonjour, car elle n'avait jamais vu cette fille auparavant. Un peu plus tard, ils avaient fait exactement comme prévu, à l'exception de la capture des poissons. Pendant que Marian pêchait, Shion souriait et disait qu'il était très heureux d'avoir sa sœur à ses côtés. Pour jouer son rôle de grande sœur, Marianne expliqua qu'elle serait toujours là pour son frère cadet. Puisque c'était quelque chose qu'il voulait faire, il était naturel pour elle de l'aider. De plus, si quelque chose comme la magie existait réellement, elle ne voudrait pas passer à côté, car sa vie serait beaucoup plus excitante si c'était vrai. Sur cette note, Shion promit que si la magie existait, Marian serait la première personne à qui il le dirait. Pendant ce temps, la canne de Marian accrocha quelque chose. Elle sortit une truite étonne du lac et la plaça dans le dernier seau, comme prévu. Shion demanda si la truite était un poisson courant, et sa sœur confirma que oui, car on pouvait en trouver partout. En entendant cela, le garçon devint moins optimiste à l'idée de vivre quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, Rose arriva et demanda à son ami si le garçon était son frère cadet. Marian confirma et invita le jeune homme à dire bonjour, car elle n'avait jamais vu cette fille auparavant. Après son salut, Rose se présenta comme une fleur solitaire épanouie dans ce village désert. N'appréciant pas vraiment cette conversation, Marian se hâta de dire à son frère que la fille n'était qu'une roturière faisant semblant. Rose se fâcha en faisant remarquer que cela était inutile, puis demanda ce que les gens faisaient. Marian expliqua qu'ils étaient en train de pêcher, mais ce que son ami ne comprenait pas, c'était pourquoi ils pêchaient dans ce lac particulier. Pour couper court au mystère, Marian révéla que son frère savait déjà ce qui se passait, et Rose souligna que ces orbes lumineuses étaient en effet très intéressantes. Marian demanda à son amie si elle était venue aussi pour voir ces sphères, et elle admit qu'elle venait parfois pour assister à ce phénomène. Excitée par le sujet, Shion demanda si la petite fille savait quelque chose sur ces orbes lumineuses, comme ceux qui les créaient ou ce qu'elles étaient. Cependant, Rose ne savait rien. Elle se contentait de les regarder, sans plus. Au fur et à mesure que les heures passaient, le soleil se coucha et le phénomène se produisit à nouveau. Shion et Marian regardaient les 3 seaux, mais aucun d'eux ne brillait. Le garçon demanda s'il y avait quelque chose d'autre vivant dans le lac qu'il pourrait essayer de capturer à nouveau. Marian pensait qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais Rose croyait qu'il serait assez difficile de tous les attraper, surtout qu'il ne pouvait même pas être sûr du nombre exact de ces créatures. Sur ce, Shion décida d'entrer dans le lac. Inquiète pour son frère, Marian commença aussi à enlever ses vêtements supérieurs. Gênée, Shion lui demanda ce qu'elle faisait, et elle expliqua que sa robe allait se mouiller. Ainsi,
Les deux frères et sœurs s'aventurèrent dans le lac et se dirigèrent vers le centre du spectacle. Shion toucha l'une des sphères et dit qu'elle était chaude et chatouilleuse, mais la sensation était agréable. Ne voulant pas être laissée derrière, Marian raconta la même chose. Shion plongea alors son visage dans l'eau. Comme elle était trop trouble pour voir le fond, il comprit que les orbes lumineuses venaient de quelque chose de vivant sous l'eau, peut-être même d'un poisson, car la source de la lumière bougeait, bien que le garçon ne puisse pas dire exactement quelle créature en était responsable. Comme ils ne pouvaient pas voir grand-chose de plus, les frères et sœurs sortirent du lac. Shion la remercia pour son aide, mais Marian lui dit qu'ils étaient une famille et qu'ils devaient toujours se soutenir les uns les autres, donc il n'avait pas besoin de la remercier pour une si petite chose. Cependant, Shion ressentait le besoin de préciser qu'il était reconnaissant, car même si tout ce qu'elle avait dit était vrai, cela ne signifiait pas qu'il devait cacher ses sentiments. Dans ce moment-là, Rose montra une femelle truite Etton qu'elle avait attrapée. Selon Marian, les femelles vivaient plus profondément et étaient plus difficiles à attraper que les mâles. Mais puisque c'était la saison de reproduction, elles venaient dans les eaux peu profondes. Shion toucha l'une des sphères et dit qu'elle était chaude et chatouilleuse, mais que la sensation était agréable. Ne voulant pas être laissée pour compte, Marian narra la même chose. Shion plongea alors son visage dans l'eau. Comme c'était trop trouble pour voir le fond, il comprit que les orbes lumineuses venaient de quelque chose de vivant sous l'eau, peut-être même d'un poisson, car la source de la lumière bougeait, bien que le garçon ne puisse pas dire exactement quelle créature était responsable de cela. Comme il ne pouvait pas voir beaucoup plus que cela, les frères et sœurs quittèrent le lac. Shion la remercia pour son aide, mais Marian répondit qu'ils étaient une famille et devraient toujours se soutenir. Donc il n'y avait pas besoin de la remercier pour une si petite chose. Cependant, Shion ressentit le besoin de préciser qu'il était reconnaissant, car bien que tout ce qu'elle avait dit soit vrai, cela ne signifiait pas qu'il devait cacher ses sentiments. Au milieu de tout cela, Rose montra une femelle truite Etton qu'elle avait attrapée. Selon Marian, les femelles vivaient plus profondément et étaient plus difficiles à attraper que les mâles. Mais comme c'était la saison de reproduction, elles venaient dans les eaux peu profondes. Comme sa sœur se met à pleurer après avoir dit cela, Shion finit par dire qu'il l'épousera. Marie demanda si cela ne poserait pas de problème à leur père. Le garçon dit alors que s'il s'agissait d'un héritier, il pourrait simplement adopter quelqu'un. La fille répondit que cela ne semblait pas facile, mais Shion jura qu'il était sérieux. Même s'il était encore un enfant, après tout, il voulait aussi rester avec sa sœur. Si elle le voulait, il pourrait même faire un vœu. D'après Marianne, c'était une responsabilité plus lourde que de dire qu'ils allaient se marier. Mais le garçon ne pensait pas que c'était lourd pour lui, car Marie était très importante dans sa vie. Cela dit, Shion serra sa sœur dans ses bras et lui assura que tout irait bien parce qu'il serait toujours à ses côtés. Lorsque Marie a pleuré et a serré son frère dans ses bras, une lumière a brillé autour de Shion. Il pensait qu'il s'agissait d'une énergie magique, car cette lumière ressemblait aux orbes de lumière de la procession des truites. Peut-être qu'à force d'observer ce phénomène, il s'était imprimé dans son corps. Après tout, dire qu'il n'épouserait personne d'autre était la plus grande confession d'amour. Surprise, Marianne sortit de la pièce en courant tandis que Shion réalisait qu'il avait découvert l'énergie magique dans un monde où la magie n'existait pas. Pour cette raison, il promit de créer cet art dans cet univers où il s'était réincarné. Traduit avec DeepL.com, version gratuite, un flashback du monde réel montre un jeune homme dans sa chambre pleine de livres, regardant attentivement son téléphone, attendant que l'horloge affiche 12 alors qu'elle déclenche le minuteur. Il pousse un cri de joie et se félicite d'avoir atteint ses 30 ans. LOL. Il révèle que les hommes qui sont encore vierges jusqu'à 30 ans acquièrent la capacité d'utiliser la magie, et c'est pourquoi il a sacrifié entièrement sa jeunesse. Il ne peut pas attendre de devenir incroyablement puissant, mais lorsqu'il essaie un des sorts, absolument rien ne se passe. Ce qui le fait réaliser que peut-être, juste peut-être, il n'aurait pas dû mettre toute sa confiance dans un post anonyme sur Reddit. L'homme refuse d'accepter la réalité et continue d'essayer toutes sortes de méthodes absurdes qu'il a collectées sur Internet.
Cependant, rien ne se passe, ce qui finit par le faire passer pour un idiot complet. Frappe par cette prise de conscience soudaine, l'homme devient tellement déprimé que son corps entier cesse de fonctionner, y compris son cœur, qui arrête complètement de battre. Mais au lieu de demander de l'aide, cet idiot évident serre son livre de magie, montrant son obsession pour celui-ci, et exprime son plus profond désir de devenir un magicien. Peut-être que ce désir exact est ce qui a conduit ce type à être réincarné en Shion. Dans sa vie précédente, Shion trouvait sa vie plutôt ennuyeuse, rien ne lui procurant d'émotion, sauf la magie. Il avait appris quelque part sur Internet que les hommes qui sont encore vierges dans leurs 30 ans peuvent devenir des magiciens. Mais il ne lui était jamais venu à l'esprit que cela pourrait être une blague stupide se moquant des éternelles vierges. Ainsi, même après être mort en cherchant la magie dans sa première vie, il continue en tant que Shion dans sa seconde. Croyant qu'il y a une raison pour laquelle il a été réincarné dans un autre monde avec des esprits et des monstres, Shion nous raconte, à nous spectateurs, à quel point il a été désespéré tout ce temps, combien il a étudié dans le cadre de son obsession d'apprendre la magie et comment il n'a jamais abandonné, peu importe à quel point la tâche était difficile. Il n'a jamais voulu croire qu'il n'y avait pas de magie dans ce monde, jusqu'à ce qu'à l'âge de 6 ans, sa famille entière lui dise le contraire, ce qui faillit lui faire perdre tout sens de la vie. Il est devenu profondément déprimé et a perdu toute motivation à faire quoi que ce soit, jusqu'à tout récemment, lorsque, comment dire ça sans rougir, sa étrange interaction avec sa sœur a activé une aura cachée en lui. Je suis vraiment désolée. Peu importe à quel point j'essaie. Cette partie sort vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, Shion se réveille le lendemain matin et en ouvrant les yeux, il tente de lancer un sort de boule de feu, espérant que le résultat soit enfin différent de toutes les autres fois. Mais rien ne se passe, ce qui n'est pas une surprise, car il soupçonnait que l'aura qu'il avait débloquée n'avait rien à voir avec la magie. Toujours incertain de l'existence de la magie, il se demande ce qu'il devrait faire maintenant et reste allongé dans son lit sans but, jusqu'à ce que sa sœur Marie appelle son nom depuis l'extérieur. Elle n'attend pas sa réponse et pénètre dans sa chambre sans même prendre la peine de frapper. Shion, surpris, lui dit qu'elle devrait vraiment frapper d'abord. Marie, complètement imperturbable, lui demande simplement pourquoi elle devrait le faire s'il n'a rien dont il devrait avoir honte. Shion, insistant toujours sur le fait qu'il n'a rien à cacher, se tourne vers la caméra et nous dit, avec un sourire étrange et mal à l'aise, qu'il commencera à avoir des problèmes lorsqu'il atteindra un certain âge. Mais les blagues gênantes mises à part, Shion demande à Marie pourquoi elle est ici. Lorsqu'il apprend que ce n'est rien d'important, il lui fait signe de s'asseoir à côté de lui pendant un moment, espérant recréer exactement la sensation qu'il avait eue auparavant. Il lui avoue maladroitement combien il l'aime. Cette confession sincère et super gênante libère son énergie magique, prouvant sa théorie, mais au fur et à mesure que les mots sortent de sa bouche, il est difficile d'ignorer la sensation accablante de gêne. Je suis aussi assez sûre que son âme est en train de mourir à l'intérieur, et ce sont ces fragments mourants qui s'échappent sous forme d'énergie magique à chaque fois qu'il dit quelque chose de super gênant. Shion se demande pourquoi ce phénomène se produit et s'il devra avouer ses sentiments les plus profonds et les plus sombres chaque fois qu'il veut déclencher une réaction magique. Il marmonne pour lui-même, ignorant presque complètement Marie jusqu'à ce qu'il réalise. Il la traite comme une sorte d'expérience, une souris de laboratoire dans sa quête bizarre de magie, et en se rendant compte de cela, il comprend qu'elle est en colère. Et il est clair qu'elle ne veut pas être traitée comme un jouet par son propre frère. Il essaie d'expliquer tout et promet qu'il voulait vraiment dire ce qu'il a dit lorsqu'il a prononcé le mot en elle, ce qui l'a fait rougir furieusement. Après une pause, elle décide de lui pardonner, ce qui le soulage énormément. Marie, retrouvant son calme, lui demande s'il a découvert quelque chose et en réponse, Shion explique sa théorie, ajoutant qu'il ne pense pas que la libération d'énergie soit limitée aux déclarations d'amour.
Au contraire, il a conclu qu'embrasser ses émotions les plus puissantes déclenche ce phénomène étrange. Ainsi, abandonnant la méthode bizarre qu'il n'aurait jamais dû tenter au départ, il essaie d'embrasser des sentiments comme l'espoir, l'excitation et la satisfaction. Et, bien sûr, cela fonctionne. Cela déclenche une nouvelle fois son énergie magique, le faisant briller, exactement comme avant. Bien que simplement briller ne soit pas suffisant pour être appelé de la magie, Shion est ravi d'avoir découvert quelque chose de complètement nouveau dans ce monde. Sans aucun doute, il déclare ce phénomène comme étant l'existence de la magie, comparant l'énergie magique à l'électricité d'une anguille, si cela a du sens. Shion commence à rire comme un vrai bizarre, maintenant qu'il a enfin eu une percée après 6 longues années. Et Marie, visiblement un peu effrayée au début, ne peut s'empêcher de se sentir soulagée de voir son petit frère aussi heureux après tout ce temps. Elle lui tapote la tête, offrant un sourire un peu réticent mais encourageant, et lui dit de continuer à nourrir sa drôle d'obsession pour la magie, mais en espérant que cela ne soit pas dirigé vers elle. 1 mois après que Shion ait atteint un état chargé magiquement, il se rend compte qu'il doit atteindre un certain niveau d'émotion puissante, ce qui est très difficile pour lui. De plus, il comprend qu'il y a une limite à la fréquence à laquelle il peut atteindre cet état magique dans une journée, ce qui le rend épuisé chaque fois qu'il utilise sa magie de manière trop intense. En outre, il réalise qu'utiliser toute sa magie à pleine capacité augmente sa propre capacité, la rendant encore plus élevée la prochaine fois qu'il essaie. D'un autre côté, il remarque que la magie ne peut être vue que par ceux qui ont une affinité pour elle. Enfin, il est dévasté de ne pas pouvoir créer de boules de lumière. Cela est dû à une limite dans la quantité d'énergie qu'il peut produire. Cependant, avec sa limite actuelle, il peut à peine briller. Cela le fait remettre en question ses choix de vie. Bientôt, il en vient à la conclusion que l'augmentation de sa capacité maximale ne peut pas augmenter sa production magique en une journée. Cette pensée effraie son cerveau idiot, bien qu'il soit déterminé à trouver une solution et à ne pas abandonner. Il se souvient de son expérience avec la truite et de la façon dont leur corps brillait. À ce moment-là, une idée lui traverse l'esprit. Il essaie de déplacer l'énergie magique vers sa main droite, mais il trouve que c'est plus difficile qu'il ne le pensait. Il réessaye encore, mais tout ce qu'il parvient à faire, c'est faire briller sa stupidité. Ou peut-être pas, car sa main droite commence à briller plus fort que le reste de son corps. En voyant cela, il est ravi d'avoir accompli ce qu'il voulait. Étonnamment, l'idiot se dirige vers le mur et le frappe fort. Il pensait pouvoir briser les murs avec sa magie, mais il finit par se casser la main. La douleur le fait crier comme une vieille dame. À ce moment-là, l'idiot réalise que tout ce que sa main pouvait faire, c'était briller intensément. Peu après, il commence à rire comme un psychopathe, heureux du fait qu'il ait pu canaliser l'énergie dans sa main grâce à un processus appelé réunion magique. Ayant accompli cela, il est déterminé à continuer d'essayer et à s'assurer qu'il comprenne totalement le processus de la réunion magique. Plus tard dans la journée, Shion, Rose et Maria arrivent à leur entraînement à l'épée. Alors que les 2 filles sont ravies d'être ici, le faible Shion, quant à lui, n'est pas content. Il s'oppose à apprendre à se servir de l'épée, affirmant qu'il n'a pas l'intention de se battre contre qui que ce soit. Cependant, le père de Shion, Gawain, lui fait savoir que l'épée ne sert pas seulement à combattre des humains, mais surtout à se défendre contre les monstres qui les entourent. À ce moment-là, Rose révèle qu'elle a décidé d'apprendre l'escrime afin de pouvoir se protéger elle-même. Shion accepte d'apprendre seulement lorsque Maria lui demande, bien qu'il aurait préféré pratiquer sa magie de rassemblement. Après un court moment d'entraînement, Shion se retrouve à terre, complètement impuissant, montrant clairement qu'il n'est pas fait pour ça. Pendant ce temps, Rose impressionne Gawain et il lui conseille de continuer à s'entraîner, car elle a du potentiel. Se tournant vers Maria, il lui demande de foncer vers lui afin qu'il puisse évaluer ses progrès. À ce moment-là, Maria prend sa posture et s'apprête à l'attaquer. Elle se précipite vers lui rapidement et faillit toucher son épée avant de descendre vers ses jambes, espérant lui porter un coup surprise.
Surprenant, Gawain anticipe son mouvement et saute dans les airs pour l'esquiver, juste avant de lui asséner un coup de son épée sur la tête. Plus tard dans la journée, Cheyenne, Rose et Maria arrivent à leur entraînement à l'épée. Alors que les deux filles sont ravies d'être ici, le faible Cheyenne, quant à lui, n'est pas content. Il s'oppose à apprendre à se servir de l'épée, affirmant qu'il n'a pas l'intention de se battre contre qui que ce soit. Cependant, le père de Cheyenne, Gawain, lui fait savoir que l'épée ne sert pas seulement à combattre des humains, mais surtout à se défendre contre les monstres qui les entourent. À ce moment-là, Rose révèle qu'elle a décidé d'apprendre l'escrime afin de pouvoir se protéger elle-même. Cheyenne accepte d'apprendre seulement lorsque Maria lui demande, bien qu'il aurait préféré pratiquer sa magie de rassemblement. Après un court moment d'entraînement, Cheyenne se retrouve à terre, complètement impuissant, montrant clairement qu'il n'est pas fait pour ça. Pendant ce temps, Rose impressionne Gawain et il lui conseille de continuer à s'entraîner, car elle a du potentiel. Se tournant vers Maria, il lui demande de foncer vers lui afin qu'il puisse évaluer ses progrès. À ce moment-là, Maria prend sa posture et s'apprête à l'attaquer. Elle se précipite vers lui rapidement et faillit toucher son épée avant de descendre vers ses jambes, espérant lui porter un coup surprise. Surprenant, Gawain anticipe son mouvement et saute dans les airs pour l'esquiver, juste avant de lui asséner un coup de son épée sur la tête. Il la félicite pour ses progrès impressionnants et lui conseille de continuer à s'entraîner, en lui assurant qu'elle pourrait lui botter les fesses dans quelques années. En entendant cela, elle est ravie et lui promet qu'elle fera encore mieux. Pendant ce temps, Cheyenne retourne dans sa chambre et continue de pratiquer son éclairage pathétique. Cependant, il est content de pouvoir atteindre un état magique chargé plus de 20 fois par jour, ce qui est bien plus que lorsqu'il a commencé. Il n'est pas complètement inutile après tout, mais malgré ses progrès, il envisage d'abandonner. À ce moment-là, son père frappe à la porte. Il informe Cheyenne qu'ils vont se rendre à Istria et l'idiot est ravi de pouvoir enfin sortir de son petit village. Apparemment, il n'était pas le seul à y aller. Toute la famille les accompagne. Avant de se rendre en ville, Gawain leur conseille de ne pas se perdre dans la ville. Après qu'on leur ait expliqué les endroits qu'ils allaient visiter en ville, Cheyenne est déçu de ne pas pouvoir faire des recherches magiques comme il l'espérait. Cependant, il pense qu'il pourra y venir seul lorsqu'il sera plus vieux. Tout d'abord, ils vont tous acheter de la nourriture. Avant de se rendre chez le forgeron, pendant qu'ils attendent que leurs parents règlent les courses, Marie semble particulièrement excitée par quelque chose. Le jour suivant, un homme revenait de la collecte du bois en fin d'après-midi et devait rentrer chez lui avant qu'une tempête ne frappe, car la pluie s'intensifiait à chaque minute. Soudain, un garçon courut, désespéré, et tomba devant le bûcheron. Le garçon s'écria que tout le monde avait été capturé et qu'il devait avertir le propriétaire. Le bûcheron demanda de quoi il parlait, et le jeune garçon, peinant à parler, dit que des gobelins étaient apparus. Pendant ce temps, Cheyenne continuait à pratiquer sa magie de toutes ses forces, tandis que Marie comptait 10 secondes pour que son frère maintienne la lumière dans sa main droite. Bien qu'il ait réussi cette fois-ci, le garçon ne semblait pas très heureux, et sa sœur s'en aperçut immédiatement. Elle lui demanda si quelque chose n'allait pas, mais Chion lui assura qu'il était content de pouvoir libérer bien plus de magie qu'auparavant. Le problème, c'est que cela, en soi, ne signifiait pas grand-chose. Je veux dire, c'est bien de dégager de la lumière, mais on ne savait pas à quoi ça servait. Marie tendit la main et sentit que la lumière était plus chaude qu'avant, pensant que c'était parce qu'il s'améliorait dans son contrôle. Sur ce, Marie serra la main de son frère et lui dit qu'elle aimait sa magie, et il se sentit reconnaissant. Bien qu'il souhaitait pouvoir faire quelque chose qui semblait vraiment magique, comme une boule de feu ou un éclair. Excité, il réalisa qu'il devait apprendre à connecter ses émotions avec les éléments naturels, tandis que Marie essayait de lui parler, mais en vain. Perdu dans ses pensées, le garçon réfléchit que ce n'était pas seulement cela qui attirait son attention. Après tout, les fées et les monstres existent, et les fées sont considérées comme semblables à des créatures ou phénomènes naturels.
Ainsi, il existe un marché basé sur elles, comme on peut le voir dans le magasin de la ville. Cependant, comme elles ressemblent aux humains, cela devait être la raison pour laquelle le père de Shion n'aimait pas qu'il montre de l'intérêt pour cette fée en cage. À ce moment-là, Marie haussa la voix pour attirer l'attention de son frère, mais leur conversation fut interrompue par le bruit de la porte qui s'ouvrait pendant la tempête. En bas, Gawain donnait des instructions à 4 hommes pour distribuer les armes du stock aux autres. Shion demanda ce qui s'était passé, et son père lui informa qu'un groupe de gobelins était apparu à proximité et qu'il devait les éliminer tous. Bien que ce fût une nouvelle menaçante, l'enfant pensa que cela se produisait au meilleur moment possible, car il pourrait étudier les gobelins et en apprendre davantage sur la magie. Après l'excitation initiale, il observa mieux son environnement et remarqua que l'atmosphère était assez lourde, ce qu'il ne comprenait pas, puisque les gobelins sont considérés comme des monstres faibles. Puis Gawain demanda à sa femme de rassembler les femmes, les personnes âgées et les enfants, et de les amener tous là-bas. Marie prit la main de son frère et lui promit que les adultes finiraient de s'occuper des gobelins, et qu'elle ferait tout pour le protéger, bien que sa main tremblait de peur. Finalement, Gawain informa la famille qu'il allait se rendre à la tanière des monstres avec les hommes, mais qu'il n'y avait rien à craindre, car d'après ceux qui avaient été vus, il n'y avait que 2 gobelins. Shion cria le nom de son père, qui lui répondit qu'il n'avait pas le temps pour une discussion maintenant. Cependant, le garçon voulut savoir si les gobelins avaient l'intelligence et les capacités physiques nécessaires pour entrer par le 2e étage, et l'homme lui expliqua que non, il n'était pas si intelligent, et que, puisque l'extérieur de la maison était très lisse, il ne pourrait jamais grimper. Sur ce, Shion suggéra que les non-combattants se cachent au 2e étage et utilisent des meubles pour bloquer la porte du 1er étage. Gawain apprécia l'idée et leur dit de suivre cette stratégie, ajoutant que lorsqu'il reviendrait, il donnerait un signal que Shion pourrait entendre depuis l'étage. Ainsi, les préparatifs de défense furent réalisés dans la résidence, et des heures passèrent tandis que les habitants se cachaient au 2e étage de la maison. Pendant ce temps, dehors, un gobelin fit un énorme saut et surpassa facilement le mur, puis s'approcha furtivement de la maison et regarda à l'intérieur de la fenêtre du 1er étage, qui était barricadée avec des planches de bois. Bientôt, il se rendit à la porte d'entrée et la griffa plusieurs fois, et le bruit put être entendu de l'étage. Marie demanda si c'était leur père, mais Shion était sûr que ce n'était pas lui. Le bruit commença à devenir de plus en plus fort et effrayant, rendant les habitants de plus en plus terrifiés. Cependant, après quelques secondes de tension, le bruit cessa, mais peu de temps après, un bruit de fenêtre brisée se fit entendre, c'est-à-dire que le gobelin était entré. Marie commença à parler sans arrêt pour savoir ce qui se passait, mais son frère lui demanda de se taire. Les pas du monstre se firent entendre montant les escaliers vers le 2e étage, et la tension monta parmi les humains cachés, qui faisaient tout pour ne faire aucun bruit et ne pas révéler leur position. Après un certain temps, les gens entendirent le gobelin passer devant la porte où il se trouvait, ce qui apporta un certain soulagement, mais lorsqu'un éclair effraya une mère avec sa fille, les 2 crièrent, et le gobelin découvrit où se trouvaient les humains et commença à frapper à la porte. Sans trop de retard, il parvint à envahir la pièce et se tint devant les gens. En voyant cela, Shion ne pouvait pas croire qu'il avait voulu étudier une telle créature. Sa mère s'avança et demanda au gobelin de ne pas tuer les enfants, mais elle finit par tomber, provoquant un rire du monstre. C'est à ce moment-là que Shion remarqua que ce gobelin comprenait parfaitement qu'il était bien plus fort que tout le monde là-bas et qu'il contrôlait la situation comme il le voulait. Marie, dans un acte de bravoure, dégaine son épée et la pointe vers l'ennemi. Shion la supplia de revenir, mais la jeune fille se souvint qu'elle avait juré de protéger son frère et qu'elle n'allait pas abandonner maintenant. Mais le gobelin arracha l'épée de la main de Marie et planta la lame dans le mur. Il s'avança ensuite vers l'enfant et donna un coup de griffe, mais la mère se plaça devant elle et fut frappée dans le dos. Marie cria son nom, mais la femme n'eut pas la force de réagir à la grave blessure. Voyant que sa mère et sa sœur étaient sur le point d'être tuées devant lui,
Shion réagit de manière impulsive et saisit le bras du monstre. Rose lui demanda ce qu'il faisait, et il savait que tenir un bras ne changerait rien. Mais il remarqua rapidement que son corps émettait de l'énergie magique et il lutta pour en rassembler de plus en plus afin de la transmettre aux gobelins. Autour d'eux, les gens qui n'ont pas le don de sorcellerie ne comprennent rien, car ils ne peuvent pas voir l'énergie émise. Pourtant, la vérité est que le monstre semble affecté d'une manière ou d'une autre, au point de réagir en isolant Shion contre le mur. Peu après, le gobelin s'agrippe à son bras brûlé et se tord de douleur sur le sol, tandis que Shion saisit l'occasion pour lancer à nouveau la main magique, cette fois en visant la tête de la créature. De toutes ses forces, il s'efforce de maintenir le flux de mana jusqu'à ce que le gobelin cesse de se débattre. Tremblant de peur, le garçon remarque la brûlure sur sa main et se demande s'il a tué le monstre, tandis que les spectateurs tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Cependant, certains d'entre eux fixent le garçon comme s'il s'agissait d'une sorte d'aberration, ce qui le perturbe encore plus. De son côté, Rose insiste sur le fait que c'est grâce à lui que tout le monde a été sauvé, mais la vérité est que tout le monde n'a pas eu cette chance. À ce moment-là, la mère de Shion semble proche de la mort. Marie est désespérée, tandis que Rose dit au garçon de s'occuper d'Emma, tandis qu'elle s'occupera de Marie. Il remarque que sa mère est pâle et qu'elle a perdu beaucoup de sang. Il doit donc arrêter l'hémorragie le plus rapidement possible, mais il ne peut pas la soigner à terre. À ce moment-là, d'autres femmes arrivent et apprennent ce qui s'est passé. L'enfant demande donc de l'aide pour déplacer Emma vers un lit. Il demande ensuite si quelqu'un a de l'expérience en médecine ou en pharmacie. Mais comme il s'agit d'un petit village, aucun des habitants n'a de telles connaissances. Essayant de garder son calme, Shion se remémore ses souvenirs d'enfance pour savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Dans les films et les séries qu'il a regardées, la première étape consistait à recoudre la blessure. Alors il veut savoir si quelqu'un est capable de le faire. Lorsqu'une jeune femme lève la main, Shion lui demande d'aller chercher le matériel de couture dans la chambre d'Emma, tandis que les autres doivent chercher des esprits forts et tous les tissus propres qu'ils peuvent trouver. Quant aux autres, aussi désagréables que cela soit, ils doivent déplacer le cadavre du gobelin dans le couloir. Avant de partir aider, un garçon un peu plus jeune que Shion lui prend la main et le remercie, ce qui motive le jeune mage. Quelque temps plus tard, lorsque tous les matériaux nécessaires sont réunis, Shion demande le nom de la couturière qui se présente sous le nom de Léa. Il ouvre le vêtement de sa mère et constate que la blessure est effectivement vilaine, mais pas aussi profonde qu'il le pensait. Le problème est de savoir si le gobelin avait du poison dans ses griffes, mais comme c'est la seule chance de sauver sa mère, le garçon ne veut même pas y penser. Il demande donc à la couturière d'effectuer la suture, pour recoudre les plaies. La jeune fille est choquée et demande pourquoi elle doit faire cela. Et Shion réalise que la suture n'a pas encore été découverte dans ce monde. Il explique que si la plaie n'est pas refermée, elle restera exposée, ce qui est très dangereux. Mais Léa pense que cela fera encore plus de mal à sa dame. Shion demande alors à Léa si elle préfère blesser Emma et la sauver ou ne pas la blesser et la laisser mourir. Mais alors que la couturière commence à paniquer, le garçon change de tactique et supplie l'aide de la servante, qui comprend la gravité de la situation et commence le processus. Des heures après les points de couture, Emma est confortablement allongée dans son lit et devrait se remettre sans problème majeur. Shion remercie la servante pour sa grande aide. Marie ne peut plus se retenir et commence à pleurer en serrant son frère dans ses bras, tandis qu'il essaie de retenir ses larmes et réciproque le geste d'affection. Au milieu de cela, ils entendent les hommes revenir de leur expédition. Plus tard, Shion apprend que son père et les autres ont trouvé la tanière des gobelins dans la forêt voisine et tué 2 d'entre eux. Mais ils ont découvert des traces de 2 autres monstres et se sont précipités pour revenir au village. Heureusement, personne n'est mort dans la bataille et la paix est revenue au village. Un médecin fut appelé pour évaluer l'état d'Emma et il dit que, bien que les blessures soient profondes, elles n'ont touché ni les os ni les organes. De plus, la blessure a été bien suturée,
ce qui a beaucoup aidé. À partir de là, tout ce dont elle a besoin, c'est de bonne nutrition et de repos, et Emma sera comme neuve. Lorsque le médecin part, Marie dit à sa mère que c'était de sa faute si cela s'était produit, mais la femme prend la main de sa fille et lui dit non, car la fille a été courageuse et a essayé de protéger tout le monde, et elle devrait être fière d'elle-même. Plus tard, lors d'une conversation avec son fils cadet, Gawain partage qu'il a appris tout ce qui s'est passé et que cela correspond à ce que Shin a dit. Il a également entendu dire que le garçon avait soigné leur mère, et honnêtement, l'homme ne sait pas comment l'enfant a pu faire tout cela. À l'intérieur, Shion sait que la réponse est qu'il est un homme japonais de 30 ans, mais bien sûr, il ne peut pas dire cela, alors il se contente de dire qu'il improvisait. Sur CE, le père demande comment le garçon a tué le gobelin et ce que cette marque de brûlure était, mais l'enfant est trop nerveux pour répondre et reste silencieux. À cela, Gawain suppose qu'il s'agissait de magie, et Shion lui demande comment il sait cela. Le père remarque que son fils a toujours été très logique et ne se comporte même pas comme un enfant, mais ce qui l'a trahi, c'est la façon dont il parle toujours de magie. Puisque les choses en sont arrivées là, Shion demande à son père de croire ce qu'il va dire, tandis que Marie dit que son frère est incroyable et a beaucoup recherché sur la magie. Gawain savait que l'enfant agissait comme un adulte, mais là, c'est trop. Au fait, il ordonne qu'aucun d'eux ne parle de cela à qui que ce soit, car si d'autres l'apprennent, de mauvaises choses pourraient arriver, car il existe certains sujets qui ne sont pas acceptés dans la société. À propos de cela, l'homme ordonne à son fils d'arrêter d'étudier la magie, car c'est un pouvoir dangereux. Marie se plaint que son frère a travaillé dur pour cela et que c'est uniquement grâce à cela qu'il a pu sauver tout le monde, mais le père ne peut pas permettre au garçon de s'immiscer dans quelque chose d'aussi périlleux. Malgré l'ordre, Shion tient bon et insiste sur le fait qu'il poursuivra ses recherches. Gawain élève la voix pour argumenter, et le garçon comprend les sentiments de son père, mais lui fait clairement savoir que la magie est son grand rêve et qu'il en dépend pour être heureux. Gawain réplique que Shion est encore un enfant et que ses pensées à ce sujet changeront. Alors le garçon propose une condition. Si sa présence devient un fardeau pour les autres, il sera désavoué. Le père ne comprend pas comment son fils pourrait aller aussi loin pour cela, surtout en sachant qu'il pourrait être ostracisé par tout le monde, mais voyant la conviction du garçon, Gawain jette l'éponge et permet à Shin de poursuivre ses recherches, à condition qu'il soit surveillé par son père. De plus, voyant que le garçon était déterminé à ce point, Gawain l'encourage à garder la tête haute et à poursuivre ses rêves, car le père sera toujours à ses côtés. Pour tenir sa promesse, Gawain allume un feu à la demande de son fils, qui voulait essayer quelque chose en utilisant le cristal magique. Peu après, lorsqu'il rassemble du mana dans sa main droite et l'étend au-dessus du feu, une explosion se produit, suivie d'une flamme qui embrase sa main. Gawain se précipite pour jeter un seau d'eau sur le pauvre garçon et l'avertit que cette expérience est bien trop dangereuse. Pendant ce temps, Shion explique qu'il a réussi à découvrir quelque chose grâce à cette tentative. Il voulait savoir ce qui se passerait si quelqu'un possédant de la magie entrait en contact avec un niveau élevé d'énergie magique. En d'autres termes, il l'avait découvert lorsqu'il avait affronté le gobelin, mais il voulait aussi voir ce qui arriverait si la magie entrait en contact avec un phénomène naturel. D'après ce qu'il a observé, le résultat fut le suivant. Les flammes sont devenues bleues et ont formé un cristal magique. Tout en séchant son fils avec une serviette, le père, qui ne peut pas voir l'énergie magique, fait confiance au jugement de son fils. De son côté, Marie se plaint que tout le monde comprend tout sauf elle, ce à quoi son frère répond en la réconfortant, lui rappelant que c'est grâce à elle qu'il a découvert sa propre énergie magique en premier lieu. En entendant ces mots, la jeune fille se sent au sommet du monde et reconnaît que son rôle est effectivement indéniable dans cette recherche. Réfléchissant maintenant à ce qu'il vient de faire avec le feu, Shion considère que le phénomène ressemblait à un type de magie de feu
et la simple possibilité de pouvoir enfin lancer une boule de feu envahit son esprit au point qu'il agit comme un fanatique enragé, faisant réaliser à son père qu'il ignorait totalement cet aspect caché de son fils. Ce jour-là, Cheyenne renforça l'idée que même dans les mauvais moments, il est possible de tirer quelque chose de positif. Et c'est ce jour-là qu'il commença réellement à aimer ce nouveau monde, marquant le début de ses véritables recherches sur la magie. Avec l'aide de son père, le garçon tenta à plusieurs reprises d'expérimenter le processus du cristal magique près du feu. Bien que les flammes continuaient de s'emparer de sa main, Gawain était toujours prêt avec un seau d'eau pour les éteindre. Au fur et à mesure que la recherche progressait, Shion remarqua que la température restait la même. La fumée était grise et les flammes étaient bleues. Il demanda alors à son père d'intensifier le feu. Lors de la tentative suivante, il réduisit légèrement l'intensité de sa magie et maintint sa concentration jusqu'à être complètement épuisé. Gawain suggéra alors qu'il fasse une pause et aille préparer une boisson chaude pour le jeune mage, jusqu'à ce que Rose arrive et demande si tout cela était une expérience magique avec le feu. Cheyenne lui promit de lui expliquer et de s'entraîner plus tard, puisqu'il ne pouvait pas réaliser l'expérience sans son père à proximité. Voyant que le garçon avait parlé de cela à son père et qu'il avait même reçu son soutien, la jeune fille commenta que le seigneur était vraiment compréhensif. Gawain profita de la présence de Rose pour la remercier pour l'autre jour, car elle avait été très attentionnée après qu'il ait vaincu le gobelin, et cela l'avait rendu très heureux. De son côté, Rose pensa que c'était plutôt à elle d'être reconnaissante. Après tout, c'était Cheyenne qui avait terrassé le monstre et sauvé tout le monde. Enfin, elle demanda où se trouvait Marie, car la jeune fille restait habituellement tout le temps aux côtés de Cheyenne. Regardant autour d'elle, Rose aperçut son amie qui s'entraînait intensément avec son épée en bois et imagina que c'était à cause de ce qui s'était passé avant-hier. Quoi qu'il en soit, Rose demanda à Shion de toujours montrer qu'il était du côté de sa sœur, peu importe ce qui arriverait, car Marie attendait sûrement cela de lui. Pendant ce temps, Marie se laissa distraire un instant et se remémora l'attaque du gobelin. Elle secoua alors la tête pour chasser ses pensées sombres et frappa le vent de son épée afin de se recentrer sur ce qui comptait vraiment. Dans une scène suivante, Shion analysa tout ce qu'il avait découvert sur la magie jusqu'à présent. Premièrement, plus l'énergie magique accumulée était grande, plus la flamme autour de sa main devenait imposante et plus la dépense de magie était élevée. Deuxièmement, d'autres sources de chaleur pouvaient également enflammer le mana si elles étaient suffisamment chaudes, même sans être du feu. Troisièmement, si l'on touchait le feu alors qu'il était chargé magiquement, la flamme ordinaire se répandait sur la main et brûlait normalement en restant rouge. Quatrièmement, même en portant un gant pour couvrir sa main, le cristal magique fonctionnait toujours à travers, ce qui signifiait que l'on prendrait quand même feu en mettant la main dans les flammes. Après avoir rassemblé toutes ces informations, Shion admit que, jusqu'à présent, tout cela lui semblait simplement trop dangereux et sans réelle utilité pratique. Gawain ajouta qu'en effet, l'objectif de manipuler le feu semblait encore lointain. Cheyenne commenta alors qu'il serait formidable s'il pouvait maintenir une orbe magique éloignée de son corps, tout comme le faisaient les truites. En entendant cela, Marie répondit que c'était facile et le fit aussitôt. Face à cette scène improbable, Cheyenne manqua de s'arracher les cheveux, tandis que sa sœur expliquait qu'elle avait simplement écouté la manière dont il décrivait le processus et l'avait essayé elle-même. De plus, Rose démontra qu'elle pouvait également le faire sans difficulté. Ainsi, les deux filles unirent leurs forces pour encourager le garçon et lui donner des instructions sur la manière d'y parvenir. Après avoir imaginé que le processus ressemblait à une goutte d'eau tombant d'une fontaine, il comprit qu'il n'avait pas besoin de libérer toute son énergie magique et réussit à projeter l'orbe dans les airs. Plus tard, de retour à l'entraînement, Cheyenne oublia un instant le feu et saisit un silex portable afin de lancer une orbe magique qui explosa dans le ciel. La foule fut impressionnée par cette découverte et Shion lui-même était fier de ses progrès. Bien que ce ne fût pas quelque chose de particulièrement impressionnant, cela prouvait que la magie dont il rêvait depuis 30 ans
pouvait réellement être utilisée. Tenant le silex en main, le jeune mage décida d'exploiter cette magie de flamme qu'il venait d'inventer. Même si elle était encore en phase de test et n'avait pas d'utilité offensive, elle représentait une avancée. 1 mois après l'attaque du gobelin, la saison changea en douceur et Shion poursuivit sans relâche son développement personnel. Marchant épuisé à l'arrière de la maison, il réfléchit au fait qu'il devait imposer sa volonté à l'énergie magique afin de la déplacer selon son désir. Cependant, chaque fois qu'il lui donnait un ordre, la quantité de mana semblait diminuer, ce qui signifiait qu'il y avait encore un élément essentiel qu'il n'avait pas découvert et qui influençait ce processus. Lorsqu'il atteignit l'avant de la maison, il aperçut sa sœur en train de s'exercer avec son épée, mais elle lâcha son arme, sa main étant trop blessée. Gawain lui conseilla d'arrêter pour la journée, mais Marie insista pour continuer, rappelant les paroles de leur père, selon lesquelles elle ne pourrait devenir plus forte qu'en s'entraînant. Shion intervint pour soutenir l'avis de leur père, mais comme Marie l'ignora et poursuivit son entraînement, son frère finit par crier son nom. Ce fut à cet instant qu'elle réalisa qu'elle avait effectivement trop forcé et s'éloigna, la tête basse. Shion se sentit attristé par la situation, et leur père lui fit remarquer qu'elle était simplement un peu nerveuse et qu'elle retrouverait bientôt son état habituel. Plus tard, pendant le thé, Shion tenta d'expliquer l'électricité à son père, curieux de savoir si un animal ou une plante pouvait en générer quelque chose de similaire. Sa recherche sur la magie du feu étant dans l'impasse, le jeune mage décida de porter temporairement son attention sur la magie de la foudre. Cependant, son père lui répondit qu'une telle chose n'existait pas, mais mentionna avoir entendu Grast parler d'un phénomène aussi puissant que la foudre qui s'était produit quelque part. Ainsi, ils décidèrent de se rendre à Istria. Shion alla chercher sa sœur, mais elle insista sur le fait qu'elle était trop occupée et resterait à la maison ce jour-là, promettant de les rejoindre la prochaine fois. Après avoir pratiquement poussé son frère hors de la pièce en feignant que tout allait bien, Marie regarda tristement ses mains après s'être retrouvée seule à nouveau. Finalement, père et fils arrivèrent à Istria et rencontrèrent Grast, qui supposa qu'il parlait du minerai de foudre, une ressource facile à trouver mais difficile à transporter en raison de sa dangerosité, ce qui poussait souvent les gens à l'abandonner sur place. Réfléchissant aux paroles du forgeron, Shion pensa que ce minerai pouvait être une sorte de minéral capable de décharger de l'électricité. Il demanda alors à Grast s'il existait un arbre dans les environs avec une sève blanche et collante. Lorsqu'on lui répondit qu'il n'y en avait pas, le garçon regretta l'absence d'Évéas, ces arbres à caoutchouc qui auraient été des isolants parfaits pour manipuler l'électricité. Il s'enquit ensuite d'un autre isolant connu, le verre, et demanda à Grast s'il possédait un minerai appelé mica, composé de couches cristallines et translucides. Le commerçant supposa qu'il parlait du cristal papier et alla chercher une pierre de cette ressource pour la lui montrer. Shion prit l'objet en main et se remémora que le mica était utilisé dans les feuilles d'isolation électrique. Il en conclut que ce cristal papier devait fonctionner de manière similaire, bien qu'il n'ait aucune idée de la façon de l'exploiter. Intrigué, Grast lui demanda ce qu'il comptait faire, trouvant difficile de deviner ce qui pouvait bien traverser l'esprit des enfants. Cependant, son père lui répondit qu'une telle chose n'existait pas, mais mentionna avoir entendu Grast parler d'un phénomène aussi puissant que la foudre qui s'était produit quelque part. Ainsi, ils décidèrent de se rendre à Istria. Shion alla chercher sa sœur, mais elle insista sur le fait qu'elle était trop occupée et resterait à la maison ce jour-là, promettant de les rejoindre la prochaine fois. Après avoir pratiquement poussé son frère hors de la pièce en feignant que tout allait bien, Marie regarda tristement ses mains après s'être retrouvée seule à nouveau. Finalement, père et fils arrivèrent à Istria et rencontrèrent Grast, qui supposa qu'il parlait du minerai de foudre, une ressource facile à trouver mais difficile à transporter en raison de sa dangerosité, ce qui poussait souvent les gens à l'abandonner sur place. Réfléchissant aux paroles du forgeron, Shion pensa que ce minerai pouvait être une sorte de minéral capable de décharger de l'électricité. Il demanda alors à Grast s'il existait un arbre dans les environs avec une sève blanche et collante. Lorsqu'on lui répondit qu'il n'y en avait pas,
le garçon regretta l'absence d'Évéas, ces arbres à caoutchouc qui auraient été des isolants parfaits pour manipuler l'électricité. Il s'enquit ensuite d'un autre isolant connu, le verre, et demanda à Grast s'il possédait un minerai appelé mica, composé de couches cristallines et translucides. Le commerçant supposa qu'il parlait du cristal papier et alla chercher une pierre de cette ressource pour la lui montrer. Chaillon prit l'objet en main et se remémora que le mica était utilisé dans les feuilles d'isolation électrique. Il en conclut que ce cristal papier devait fonctionner de manière similaire, bien qu'il n'ait aucune idée de la façon de l'exploiter. Intrigué, Grast lui demanda ce qu'il comptait faire, trouvant difficile de deviner ce qui pouvait bien traverser l'esprit des enfants. Cependant, Gawain n'était pas d'accord, soulignant que Chaillon faisait souvent preuve d'une maturité au-delà de son âge. À propos de cela, le garçon demanda un morceau plus grand du cristal, et le forgeron leur expliqua qu'il pouvait en acheter un plus gros dans le quartier commercial pour environ 4000 ronds. Chaillon réfléchit au fait que, dans ce monde, une famille pouvait bien se nourrir avec cette somme. Pourtant, bien que ce soit coûteux, son père promit de lui acheter tout ce qu'il voulait, puisque le garçon n'avait jamais rien demandé auparavant. Si cela n'était pas réalisable, Gawain se contenterait de dire non. Écoutant toute la conversation, Grast plaisanta en disant que le père du garçon était vraiment trop indulgent. Quoi qu'il en soit, les deux rentrèrent chez eux avec l'orbe de foudre en main, et cette fois, Emma était là pour assister aux expériences magiques de son fils, curieuse de savoir où était Marie. Dans ce contexte, Chaillon rassembla du mana dans sa main et lança une orbe magique sur l'orbe, provoquant l'explosion de celle-ci. Gawain consola son fils à l'avance, lui rappelant qu'il avait échoué de nombreuses fois avant de maîtriser la magie du feu, mais le garçon ne semblait pas contrarié. Au contraire, il éclata de rire comme un fou, proclamant que l'expérience était un succès. En d'autres termes, c'était bien d'être en vie. Mais Marie était en colère contre elle-même de ne pas avoir réagi comme elle l'avait imaginé, tandis que son frère cadet avait pris cette responsabilité. En entendant cela, Chaillon lui demanda si elle le détestait, mais elle répondit rapidement que ce n'était pas du tout le CA. Au contraire, elle aimait Chaillon, hier, aujourd'hui et toujours. En réalité, c'est elle-même qu'elle ne pouvait pas se pardonner, et une certaine envie la rongeait, car Chaillon était si fort, tandis qu'elle se sentait faible. En s'entraînant sans relâche, Marie espérait devenir assez forte pour avoir confiance en elle dans les moments où l'action était nécessaire. Mais chaque fois qu'elle regardait le visage de son frère, elle se souvenait de ce jour et se sentait terrible. Exprime un souhait de ne plus ressentir cela. Marie se mit à pleurer. Alors Chaillon s'approcha et la prit dans ses bras. Il se sentait terrible de ne pas avoir remarqué ce qu'elle ressentait et de ne pas avoir été un bon allié ces derniers jours. De son côté, Marie s'excusa d'avoir agi de manière aussi horrible envers son frère. Alors que Chaillon demandait à sa sœur de toujours s'exprimer quand elle avait quelque chose à dire, une aura magique se forma autour des deux. Dans ce moment, le garçon réfléchit qu'il n'y avait pas de différence, que nous soyons enfants ou adultes, nous cherchons tous à survivre, et c'était l'une des choses qu'il avait découvertes en se réincarnant dans ce nouveau monde. En d'autres termes, c'était bien d'être en vie. Mais Marie était en colère contre elle-même de ne pas avoir réagi comme elle l'avait imaginé, tandis que son frère cadet avait pris cette responsabilité. En entendant cela, Chaillon lui demanda si elle le détestait, mais elle répondit rapidement que ce n'était pas du tout le CA. Au contraire, elle aimait Chaillon, hier, aujourd'hui et toujours. En réalité, c'est elle-même qu'elle ne pouvait pas se pardonner, et une certaine envie la rongeait, car Chaillon était si fort, tandis qu'elle se sentait faible. En s'entraînant sans relâche, Marie espérait devenir assez forte pour avoir confiance en elle dans les moments où l'action était nécessaire, mais chaque fois qu'elle regardait le visage de son frère, elle se souvenait de ce jour et se sentait terrible. Exprime un souhait de ne plus ressentir cela. Marie se mit à pleurer, alors Chaillon s'approcha et la prit dans ses bras. Il se sentait terrible de ne pas avoir remarqué ce qu'elle ressentait et de ne pas avoir été un bon allié ces derniers jours. De son côté, Marie s'excusa d'avoir agi de manière aussi horrible envers son frère. Alors que Chaillon demandait à sa sœur de toujours s'exprimer quand elle avait quelque chose à dire, une aura magique se forma autour des deux. Dans ce moment,
Le garçon réfléchit qu'il n'y avait pas de différence, que nous soyons enfants ou adultes, nous cherchons tous à survivre, et c'était l'une des choses qu'il avait découvertes en se réincarnant dans ce nouveau monde. Le lendemain, Marie s'accrocha à son frère à chaque seconde après qu'ils eurent ouvertement partagé leurs sentiments et se soient réconciliés. Se sentant submergé par son attachement excessif, il lui demanda de lui laisser un peu d'espace, car il allait commencer son expérience magique, et il était dangereux d'être à proximité. Marie éclata en sanglots, pensant qu'elle était une nuisance. Alors Cheyenne expliqua que ce n'était pas tout à fait cela, et qu'un peu d'espace était important pour faciliter ses recherches. Sur ce, il annonça qu'il était temps de commencer son travail. Quelque temps plus tard, Cheyenne avait mené une série d'expériences. L'une d'elles consistait à étirer son énergie magique aussi loin que possible jusqu'à qu'elle devienne très fine. Malgré cette expansion, cela ne représentait pas une augmentation de l'énergie magique que le mage pouvait émettre. Selon lui, plus le volume d'énergie magique est étendu, plus il devient mince. Cheyenne découvrit également que l'énergie magique ne pouvait pas être sublimée dans cet état, ce qui éveilla sa curiosité quant à ce qui se passerait s'il réduisait le volume. En procédant ainsi, il impressionna tout le monde en constatant que la condensation de l'énergie magique augmentait considérablement la puissance de la magie du feu. Le sort fut nommé « brûleur à gaz ». Ensuite, il testa l'incantation de certaines magies sur un minerai électrique, mais cela ne produisit qu'une petite étincelle, probablement parce que le volume de magie était très faible. Grâce à toutes ces recherches, Shion avait désormais acquis la capacité d'émettre de l'énergie magique, puis d'en altérer la forme. Avec l'agrégation magique, il projeta une couche de magie plus puissante sur la pierre électrique, provoquant une forte réaction qui rebondit violemment vers lui. Rose jura que la foudre jaillirait de l'autre côté, mais Shion découvrit que la magie était créée par la consommation d'énergie magique. Elle absorbait le courant d'énergie qui se dirigeait directement vers la main du lanceur de sorts. Face à cette nouveauté, le jeune chercheur sentit qu'il était proche d'une découverte incroyable, mais ne pouvait pas dire exactement de quoi il s'agissait. Il était indéniable que l'énergie magique possédait un potentiel infini. Il restait encore beaucoup de connaissances et d'inventivité nécessaires pour que le garçon progresse dans ses recherches. En effet, il semblait y avoir un point où il se retrouvait bloqué, car jusqu'à présent, tout avait semblé couler rapidement, si rapidement que Shion était tombé dans l'illusion que ce monde souhaitait pratiquement qu'il invente la magie. Pendant ce temps, Gawain amena le forgeron Grass à la maison et le conduisit directement à Shion. Lors du dîner familial, le père demanda à son fils s'il se souvenait du moment où il avait collecté le minerai électrique, car Grass avait volé l'idée du garçon et l'avait utilisé pour récolter ce minerai seul, une chose considérée comme impossible par toute la société. Après avoir dit cela, le forgeron supplia Shion de lui pardonner d'avoir utilisé son idée pour en tirer profit. Cependant, Shion n'en avait rien à faire, pour être honnête. Grass insista sur le fait qu'il avait tiré profit de l'idée du garçon sans demander la permission, pensant que Shion ne comprenait pas. Mais ce dernier comprenait parfaitement et, comme il l'avait dit, cela ne le dérangeait pas. Ainsi, Gawain mentionna que ce n'était pas le seul problème. Il emmena Shion jusqu'au stockage de Grass, où une grande quantité de ces minerais électriques était entassée au sol sous haute tension. En plus de ne pas être une source de lumière utile, cette substance était également très dangereuse. En d'autres termes, les gens l'achetaient au début parce que c'était un nouveau produit sur le marché, mais avec le temps, plus personne ne voulait transporter ce minerai. C'est pourquoi Grass voulait que Shion trouve un moyen de vendre ces objets. Sinon, la perte serait énorme, et il recevait déjà de nombreuses plaintes concernant le bruit et risquait d'être expulsé de l'entrepôt si cela continuait ainsi. Puisque Shion avait l'intelligence et la ruse nécessaires pour apprendre à transporter le minerai de foudre, peut-être pouvait-il utiliser son brillant esprit pour trouver un moyen de vendre cette marchandise. Comme toujours prêt à aider, le garçon accepta de faire de son mieux, mais puisqu'il ne savait pas exactement comment s'y prendre, il demanda au forgeron de ne pas trop espérer. Shion observa attentivement le phénomène, tandis que Grass rapprochait les morceaux de minerai, provoquant un arc électrique plus intense.
Cette réaction naturelle l'intrigua, et il demanda immédiatement au forgeron de raffiner 2 échantillons pour les transformer en métal. Une fois les métaux obtenus, Shion les pressa l'un contre l'autre, espérant observer le même éclat de foudre, mais rien ne se produisit. Il fronça les sourcils et interrogea Grace sur le moment précis où la lumière avait cessé d'apparaître. Le forgeron répondit que l'éclair s'était manifesté brièvement lorsque les pierres avaient été brisées, mais qu'il avait disparu après la fusion du minerai. Fort de cette nouvelle information, Shion fit un geste fluide et invoqua des flammes dans la forge. Grace recula légèrement, surpris par cette démonstration soudaine de magie. Il exigea des explications et le jeune mage lui expliqua qu'il avait allumé la forge à l'aide de sa propre énergie magique. Malgré son scepticisme, le forgeron ne pouvait nier ce qu'il venait de voir, du feu naissant des mains d'un homme. Même si l'idée lui semblait absurde, il décida de donner une chance à cette expérience. Curieux, il demanda si le processus serait différent en utilisant cette flamme magique, mais Shion n'en avait aucune idée. C'était justement pour le découvrir qu'il avait mis en place ce test. Grace prévint que l'expérience prendrait environ 1 heure et suggéra aux spectateurs de s'éloigner s'ils ne voulaient pas attendre. Shion, captivé par le potentiel de sa découverte, refusa de partir et choisit de rester pour observer chaque détail du processus. Quant à Marie, elle déclara aussi vouloir rester, mais son véritable objectif semblait être de coller son visage contre celui de son frère à chaque occasion possible. Grace prit une pince isolante et approcha soigneusement un morceau de fer foudroyant d'un autre. Immédiatement, une étincelle jaillit, prouvant que le métal avait conservé ses propriétés électriques. L'étonnement se lisait sur les visages de tous les présents. Ce n'était pas seulement une découverte, mais une véritable révolution dans le monde de l'artisanat et de l'industrie. Fasciné par le potentiel de ce métal, Shion décida de lui donner le nom de fer foudroyant. Il était convaincu que ce métal unique deviendrait un produit recherché et commercialisable. Après cette découverte, tout le monde se mit au travail pour produire autant de fer foudroyant que possible. Grast, particulièrement enthousiaste, travailla sans relâche pendant plusieurs jours et nuits, sacrifiant son sommeil pour perfectionner le processus de fusion et de moulage. Enfin, après une période de travail intense, ils atteignirent leur objectif. Et bien qu'ils fussent épuisés, ils ressentaient tous une grande fierté pour leur accomplissement. Honnêtement, Shion s'inquiétait que sa sœur puisse ressentir de la jalousie face aux éloges qu'il recevait, ce qui le conduisit à conclure qu'il ne comprenait vraiment pas les filles. Enfin, bien sûr, Grast remercia chaleureusement tout le monde pour l'aide précieuse apportée par le jeune mage, soulignant qu'il y avait quelque chose de spécial chez Shion. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Gawain l'interrompit brusquement, lui ordonnant de garder le silence. Réalisant son erreur, Grast ravala ses paroles et assura à Shion que ce n'était rien d'important. Pour changer de sujet, Emma invita tout le monde à déguster un ragoût de fruits de mer, mais Shion n'oublia pas ce que Grast avait failli révéler. Il semblait que Gawain connaissait un secret sur lui que même lui ignorait. Plus tard, Grast prit congé et promit de compenser l'aide reçue, tandis que la famille des protagonistes repartit en calèche. Pendant le trajet, Shion réfléchit au fait que, tandis que les artisans fabriquaient les lampes foudroyantes et les allume-feu, il eut une soudaine inspiration. Après tout, si ce qu'il imaginait était vraiment faisable avec le fer foudroyant, cela pourrait révolutionner sa magie. Heureusement, au fil des jours, les objets produits rencontrèrent un grand succès dans la boutique de Grast, se vendant intégralement et générant un bon profit. De retour au manoir principal d'Eton, Marie demanda à son frère quelle serait sa prochaine recherche. Il expliqua alors que le feu ne pouvait pas brûler sans oxygène, et que c'est pourquoi il s'éteint dans un espace clos. Démontrant cela en pratique, le garçon demande aux filles si elles le savaient déjà. Marie, qui n'en avait manifestement jamais entendu parler, ment en prétendant que oui, tandis que Rose mentionne que c'est le même principe que d'éteindre une lampe. Ainsi, le chercheur se demande ce qui se passe avec le feu magique dans cette situation. Sumi allume une bougie avec sa flamme bleue et place un verre dessus. Marie pense que la flamme ne s'éteindra pas, tandis que Rose croit le contraire.
Lorsque Shion soulève le verre et montre que la bougie est toujours allumée, Marie taquine son ami, tandis que le garçon cherche à comprendre si la magie du feu n'a pas besoin d'oxygène. De plus, cela pourrait signifier que l'énergie magique peut renforcer des phénomènes naturels indépendamment des conditions extérieures. Cela ne change pas grand-chose, mais Shion découvre que la flamme magique est différente d'une flamme ordinaire. En réfléchissant à cela, il se demande si, avec l'énergie magique comme carburant de cette flamme particulière, il pourrait essayer quelque chose de plus élaboré. Sur ces mots, il lance une boule de feu dans les airs et demande à sa sœur d'envoyer une boule d'énergie par-dessus. Lorsque cela est fait, une énorme explosion se produit dans la cour, projetant Marie au sol. Shion s'approche pour voir comment va sa sœur, mais elle n'a eu qu'une frayeur et n'est pas blessée. Rose demande s'il savait que cela allait se produire, mais Shion répond qu'il ne savait pas. En fait, il pensait que l'intensité des flammes augmenterait encore, rien de plus. Cependant, puisque la réaction a été aussi disproportionnée, le trio devient intrigué par cette question et essaie de trouver une raison pour expliquer ce qui s'est passé. Considérant que la boule a explosé comme si le feu avait été allumé sur quelque chose d'explosif, Shion réfléchit intensément pour connecter tous les points qu'il a étudiés jusqu'à présent, comme l'oxygène et le carburant. Mais lorsqu'il réfléchit au courant électrique, il court vers le minerai de foudre et lance une couche d'énergie magique, mais cela ne provoque aucune réaction. En conduisant cet essai, il croit comprendre comment cela fonctionne. En fait, ce n'est pas de l'énergie magique, ou plutôt, c'en est et ce n'en est pas en même temps. Il semble que l'air réagisse à l'énergie magique. Quand Shion a essayé d'activer la magie de la foudre, il y avait des signes évidents de résistance de l'air, tandis que la magie des flammes ne nécessite pas d'oxygène, car elle brûle uniquement avec de l'énergie magique comme carburant. Autrement dit, cela signifie que l'énergie magique joue le même rôle que l'air, et lorsqu'elle réagit avec une substance physique, elle amplifie ses caractéristiques. Après l'explication sans rien comprendre, Marie fait remarquer à Rose que son frère fait à nouveau cette tête de fou. Rose lui répond qu'au moins, l'énergumène est heureux. Mais Marie avoue qu'elle ne voudrait pas que d'autres personnes voient son frère avec cette expression sur le visage. Enfin, Shion explique que lorsque différents types de magie ou d'énergie se combinent, on parle de magie composée. Quelques jours plus tard, Grace achève la commande de Shion et la lui remet en main propre. Selon les instructions du garçon, le forgeron a utilisé du papier cristal pour son facteur d'isolation élevé et l'a cousu dans un cuir durable et extrêmement résistant au feu. Impatient d'essayer ces nouveaux gantelets, Shion fait apparaître des flammes et les lance en l'air. Il lance ensuite une boule d'énergie sur la précédente, provoquant la même explosion et laissant tout le monde stupéfait. Ensuite, il combine le pouvoir des flammes avec celui de l'électricité, mêlant les deux à l'énergie magique. Il en résulte une sorte de courant magique mixte de deux éléments, mais qui se dissipe rapidement. Shion se réjouit tout de même d'être parvenu à ses fins, car désormais, sa magie de la foudre est enfin complète. Marie se précipite pour dire que c'était la chose la plus incroyable qu'elle ait jamais vue. Mais son frère commence soudainement à pleurer. Tout le monde s'inquiète pour le garçon, mais la vérité est que c'est un cri d'émotion après avoir réalisé son plus grand exploit à ce jour, car il avait du mal à contenir son excitation. Marie serre son frère dans ses bras et plaisante en disant qu'il est un bébé, et Rose les rejoint aussi pour consoler leur amie. Émus, les trois adultes regardent la scène avec un sourire sur leur visage. Plus tard dans la nuit, Shion se réveille dans son lit pour aller aux toilettes. Utilisant une lampe de foudre, il descend les escaliers et entend les adultes discuter de quelque chose. Il parlait de la magie de Shion et de la façon dont elle ne doit en aucun séas être ignorée. Gawain pense que le garçon est intelligent et ne montrera pas son don à n'importe qui, mais Emma lui rappelle qu'il est encore un enfant et doit être vu comme tel. Cependant, son mari ne peut s'empêcher de penser que Shion est un enfant spécial, comme s'il était plus vieux qu'il ne l'est en réalité, et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la personne qui leur a confié Shion. En entendant cela, Shion est surpris et commence à croire qu'il n'est pas un parent biologique de sa famille.